Bonjour. Aujourd'hui et mardi prochain, nous allons parler du virus d'immunodéficience humaine. Ouh là là, ça commence bien. Le VIH, avec comme titre, comme vous pouvez le lire, une défaite du système immunitaire pour l'interrogation. On va dire, je pourrais enlever le point d'interrogation, malheureusement, comme vous allez pouvoir l'entendre. Néanmoins, vous allez aussi entendre les éléments de réflexion pour essayer que cette défaite ne soit plus toujours une défaite. Et en particulier, je vous suggère à tous ceux qui le peuvent de rester aux deux séminaires qui auront lieu ce soir et la semaine prochaine. Ce soir, c'est 4h30, c'est au milieu de l'après-midi, à l'heure du thé pratiquement. Monsef Benkiran qui est arrivé, que je remercie beaucoup, de Montpellier malgré la grève, qui est avec Nicolas Manel, le chercheur qui parlera dans une semaine, sont vraiment les chercheurs les plus en pointe sur ces questions en France aujourd'hui, et qui feront l'état des connaissances à travers leurs propres travaux sur cette question-là, fondamentalement. Alors moi, ce que je vais faire, n'étant pas directement un spécialiste, par contre, c'est de discuter avec vous des éléments principaux de ce que l'on sait et des questions donc posées par l'infection, par le VIH, vues sous tous ces aspects. Vous avez l'habitude, je pense, maintenant, des plans que je trace dans ces cours. On va discuter du virus lui-même, de ses caractéristiques, de l'épidémiologie de la maladie bien sûr, comment le virus est transmis, la dynamique de l'infection, les réponses immunitaires contre le VIH, elles existent, même si, comme on va le voir, elles ne sont pas suffisantes, l'échappement, les conséquences de l'échappement du virus aux réponses immunes, et on va arriver à deux points qui vont être très importants que je traiterai probablement surtout la semaine prochaine, mais je sais que Monsef Benkiran en parlera dès cette semaine. Et si on arrive au moins à évoquer le concept avant son séminaire, ça sera bien. Donc le concept de réservoir viral, c'est-à-dire que le fait que même chez les sujets traités et chez lesquels la maladie est contrôlée, éventuellement, il persiste quelques cellules en petit nombre dans lesquelles le virus, plus exactement le génome du virus persiste, et que c'est toute la base du problème actuel du contrôle de l'infection. Le concept et la discussion très intéressante à propos des quelques personnes qui, d'une certaine façon, arrivent pour l'essentiel à contrôler l'infection virale, même sans traitement, on appelle en franglais les controllers, puis quelques éléments de génétique autour notamment du système HLA, de façon variée, vous verrez, autour des intégrines, et un point qu'on fera donc forcément la semaine prochaine concernant les thérapeutiques en termes d'immunothérapie, pas les thérapeutiques antirétrovirales classiques, et sur la vaccination, qui, comme vous le savez, malheureusement n'est pas au point aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans le cadre de la, j'ouvre les guillemets, défaite de notre système immunitaire à l'égard du virus. Alors un tout petit peu d'histoire, probablement que vous connaissez au moins en partie, puisqu'elle a été, et à juste titre, largement médiatisée. L'infection par le virus, enfin, dans un premier temps sans en connaître la cause virale, a été décrite en 1981 dans les papiers qui ont fait du bruit dans New England Journal of Medicine, donc ça fait maintenant 37 ans, si je compte bien. Donc ce sont plusieurs descriptions d'hommes atteints de maladies infectieuses, et plus particulièrement de pneumopathie interstitielle due à pneumocystis jirovecii, qui est un agent infectieux dont je vous ai dit un mot la semaine dernière, je crois, ou une autre fois, qui est un agent infectieux qui est opportuniste, c'est-à-dire qui ne provoque pas de maladie chez les personnes immunocompétentes. Donc la survenue d'infection par ce germe témoigne de l'existence d'un déficit immunitaire. Donc d'emblée, cela a attiré l'attention sur le fait que ces personnes qui développaient ces infections devaient avoir un déficit immunitaire qui a été vite caractérisé, on va y revenir dans un instant. Et les premières descriptions aussi ont comporté la description de cas de sarcome de Kaposi, qui sont des cancers extrêmement rares dans la population générale, qui sont des sarcomes, des cancers qui touchent les cellules endothéliales, donc des vaisseaux, et qui sont associés à un virus qui s'appelle HHV8. Et d'avoir comme ça une série de cas qui sortaient tout à fait de l'ordinaire aussi attirait l'attention. Et il y avait là une pathologie qui n'était pas celle habituelle de ces sarcomes de Kaposi. Et puis des données épidémiologiques rapidement sont apparues, puisque les personnes concernées étaient en premier lieu des homosexuels, d'où le fait que ce soit des homosexuels hommes, mais aussi des usagers de drogues injectables, des patients hémophiles, donc multitransfusés, ou des personnes transfusées sans pour autant être hémophiles. Rapidement aussi, il a été observé que cette pathologie était grave et que des personnes en mouraient, avaient un déficit immunitaire, donc, les responsables de ces infections dites opportunistes, les premières décrites ici et bien d'autres que j'évoquerai tout à l'heure, et que ces personnes avaient une espèce de signature immunologique tout à fait caractéristique de cette maladie et qui a d'ailleurs mis sur la piste de l'identification des cellules en cause, enfin de la cible du virus,
qui est le fait que les lymphocytes T CD4, dont je vous parle à peu près à tous mes cours depuis que je fais des cours au collège, donc quelques années maintenant, donc les lymphocytes T CD4, donc, qui jouent un rôle absolument essentiel dans les réponses immunes, à travers la production d'une série de cytokines et de différentes fonctions, une espèce de chef d'orchestre des réponses immunes adaptatives, donc étaient en quantité diminuée, voire extrêmement diminuée, chez les individus, les personnes qui développaient ces infections, et que cela pouvait aussi expliquer le décès, même si évidemment en 1981, on ne comprenait pas l'étiologie, comment se fait-il qu'une série de personnes aux États-Unis, à New York en particulier, mais ailleurs aussi, avaient cette pathologie. Les choses, comme vous le savez, ont été extrêmement vite, même c'est un exemple particulièrement remarquable en termes d'avancée de la recherche, puisque dès 2 ans plus tard, l'équipe de Françoise Barré-Senoussi et Luc Montagnier, aussi avec Jean-Claude Sherman à l'Institut Pasteur, ont identifié le virus responsable, donc démontré que cette pathologie était, selon toute vraisemblance, bien une infection virale qui provoquait ce déficit immunitaire, à travers des travaux donc, qui avaient été menés en collaboration avec des cliniciens et des virologues qui travaillent à Paris. Dès l'année suivante, donc 1984, jamais que 3 ans après la description de la pathologie, est identifié par plusieurs chercheurs, un chercheur britannique et un chercheur français qui s'appelle David Katzmann, le fait que la molécule CD4, donc qui est une molécule qui, comme vous savez, est exprimée à la surface des lymphocytes T dit CD4, c'est ainsi qu'on les identifie, donc que cette molécule en fait était le récepteur, enfin on va voir que c'est un récepteur essentiel qui permet au virus d'entrer et d'infecter les lymphocytes T CD4, donc c'était évidemment une information majeure. Suite à l'isolement du virus, à son clonage qui a suivi, toujours par l'équipe de Pasteur, ont été identifiées donc la structure du virus, ses protéines, on va en revenir dans un instant, et le fait qu'il était montré que ce virus était un rétrovirus, donc composé d'ARN rétrotranscrit en ADN, a donné naissance aux premières voies thérapeutiques, et dès 1986, même s'il y a toujours un délai et que le délai est trop long pour les malheureux patients qui, entre-temps, ont pu décéder ou étaient déjà gravement malades, un premier traitement était antirétroviral et était mis au point, donc une première molécule commençait à être utilisée qui bloquait la rétrotranscription de l'ARN du virus en ADN, donc fondée sur la connaissance du virus. Mais à soi, on sait que c'était insuffisant parce que très vite, je vais en reparler abondamment, le virus mute, et donc il y a des souches virales résistantes aux médicaments qui apparaissaient, donc ce traitement à soi seul ne pouvait suffire à contrôler l'infection. Mais l'évolution ultérieure spectaculaire sur le plan médical, et qui reste la plus importante depuis lors, et le fait qu'à partir de 1995, on a disposé de, entre guillemets, trithérapie, c'est-à-dire l'association de 3 médicaments avec des mécanismes d'action différents sur le virus, permettant de contrôler pour l'essentiel l'infection rétrovirale. On va voir que malheureusement, ce n'est pas une guérison, mais un contrôle de l'infection rétrovirale, car la combinaison de 3 médicaments empêche statistiquement le développement de virus qui soient résistants aux 3 molécules et aux 3 mécanismes d'action. Ce qui fait que depuis 1995, les patients infectés par le VIH et qui se traitent comme il faut, ou qui ont accès au traitement, c'est malheureusement à l'échelle mondiale un enjeu important encore aujourd'hui, survivent et ne décèdent plus de la maladie, sauf situation exceptionnelle. Et donc c'est évidemment un changement radical de paradigme et de vision, de perception de cette pathologie, même si elle reste évidemment extrêmement sévère et que la contrainte de ce traitement à vie est assez lourde, y compris le fait qu'elle peut provoquer des effets indésirables et donc d'autres problèmes médicaux. Mais enfin, c'est une avancée assez spectaculaire, puisque la description de la maladie en 1981, on est arrivé à un traitement efficace, encore une fois sans guérison en 1995, c'est jamais qu'en 14 ans. Par contre, comme vous le savez, on en rediscutera donc la semaine prochaine, 2018, donc maintenant 37 ans plus tard, il n'y a toujours pas de vaccin, pour des raisons qu'on va abondamment discuter dans ce cours, ou plutôt plus exactement dans le prochain cours. Donc voilà ce bref historique. Alors le virus responsable, dont on sait avec certitude absolue aujourd'hui qu'il est responsable de la maladie, même s'il y a eu initialement quelques discussions. Donc c'est un rétrovirus, comme je l'ai déjà dit, donc un virus qui est composé d'ARN. Donc vous avez ici une image de ce que peut être la structure du virus. L'ARN est encapsidé dans cette espèce de boîte jaune ici, donc avec une protéine qui s'appelle la capside virale, l'ensemble étant ensuite présent à l'intérieur d'une autre enveloppe, si je puis dire, enfin, ce n'est pas strictement une enveloppe composée d'une protéine qui s'appelle la matrice, et enfin autour, entouré d'une couche lipidique, les protéines de membrane que sont l'enveloppe, qui joue un rôle très important
dans la fixation sur les cellules cibles, la GP120, et une autre protéine associée qui joue également un rôle très important dans la fixation et la pénétration dans les cellules, qui est la glycoprotéine GP41. Enfin, dernière protéine de structure extrêmement importante qui est associée à l'ARN, c'est la reverse transcriptase. Donc c'est l'enzyme virale qui permet, lors de l'infection, on va voir ça plus en détail dans un instant, permet au virus, donc à son matériel génétique, d'être rétrotranscrit en ADN, et cet ADN peut être incorporé. On va voir que c'est un phénomène très important dans la biologie du virus et donc dans la maladie, incorporé au sein du génome des cellules infectées. Donc, au microscope électronique, le virus ressemble à ça. C'est ça que les images qu'ont observées dans les cultures cellulaires l'équipe de Françoise Barré-Senoussi et Montagnier au début des années 80. Donc, ces espèces d'images circulaires avec un renforcement noirâtre à l'intérieur. Et ici, vous avez la cellule dont est issue la particule virale. Et vous voyez cette forme ici dense en microscopie électronique à la surface de la cellule. C'est ce qu'on appelle le phénomène de budding. Donc, c'est le début de la formation de la membrane qui va inclure l'ensemble des éléments du virus. Donc ce rétrovirus fait partie de la famille des lentivirus, qui contient d'autres virus comme HTLV1, qui est également pathogène chez l'homme, qui provoque des pathologies malignes, mais de façon beaucoup, beaucoup plus rare. Et donc, encore une fois, avec une enveloppe qui est sous forme trimérique, comme c'est dessiné ici, et qui, on va en parler dans un instant, a pour récepteur principal, en tous les cas important, la molécule CD4 présente à la surface des lymphocytes T. Dans la maladie, il faut dire un mot avant d'entrer plus avant dans la biologie du virus et du système immunitaire lui-même, et de quelques aspects épidémiologiques. Donc, comme son nom, c'est le SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, syndrome, c'est une pathologie complexe. Immunodéficience, parce qu'il y a une immunodéficience, un déficit des réponses immunes contre les agents infectieux. Acquise, ce n'est pas une maladie génétique, c'est clair. Alors, ce déficit immunitaire est responsable de toute une série d'événements pathologiques, dont les principaux, je ne vais pas entrer dans les détails, mais sont listés sur cette diapositive. Donc, une série d'infections opportunistes, j'en ai déjà mentionné tout à l'heure une ou deux, avec le pneumocystis jirovecii, responsable de pneumopathie interstitielle, qui peuvent être très sévères, qui sont asphyxiantes. Donc, infections opportunistes par des bactéries, par des mycobactéries non pathogènes et pathogènes, comme la tuberculose, le fait d'être infecté. On en reparlera sur le cours sur la tuberculose, d'ailleurs, dans 15 jours, je crois. Par le bacille de la tuberculose, alors qu'on a un déficit immunitaire, provoque une tuberculose extrêmement sévère, avec toutes sortes de problématiques. Les infections par des champignons, des abcès cérébraux ou d'autres infections parasitaires, on a évoqué déjà le pneumocystis, des infections virales de toute nature, cytomégalovirus, le virus de Kaposi, donc qui donne les tumeurs, qui sont situées un peu plus bas. Le virus pénètre dans le système nerveux, ça je vous renvoie au cours précédent, et peut provoquer une encéphalopathie. Le virus peut persister au sein de cellules du cerveau, en particulier les macrophages qu'on appelle la microglie. Et c'est peut-être un des aspects du problème du réservoir. On y reviendra tout à l'heure, oui, peut-être. Donc, en dehors des infections, le sida peut être caractérisé par la survenue de tumeurs, qui sont des tumeurs en fait secondaires à des infections. Kaposi, je l'ai déjà dit, des lymphomes en particulier, des lymphomes des lymphocytes B en rapport avec l'infection de ces lymphocytes par le virus d'Epstein-Barr, le virus cible ces lymphocytes. Donc la caractéristique immunologique principale, même s'il y en a d'autres, c'est le fait qu'il existe une lymphopénie CD4, et en l'absence de traitement, chez 99,9% des personnes infectées, malheureusement, cette pathologie est responsable d'un décès de façon plus ou moins rapide en quelques années, du fait du caractère irrémédiable et non contrôlable de l'infection virale chez les personnes infectées. Donc voilà en deux mots le résumé de ce qu'est cette pathologie. Alors un mot de l'origine du VIH. On sait que le VIH, par les analyses génétiques du séquençage du génome viral d'un très grand nombre de souches isolées chez des patients, a des analogies de séquences avec des rétrovirus qui sont présents chez les grands singes. Et vous avez ici l'arbre phylogénétique du VIH, en partant d'un singe ici qui s'appelle Colobus. Ce petit trait qui est réutilisé avec des longueurs variables est une échelle qui indique 10% de différence de séquence. Donc à chaque fois que vous voyez une distance à peu près similaire, ça veut dire qu'entre deux souches, par exemple du groupe M ici, il va y avoir à peu près 10% de la séquence qui est distincte. Donc vous voyez, il y a deux embranchements principaux. Vous savez sans doute qu'il y a deux virus VIH, VIH1 qui est le principal, de loin le plus fréquemment en cause et le plus pathogénique,
et le HIV2. Donc les deux ont une histoire phylogénétique un peu différente, même si initialement ils font tous partie de la famille de ces lentivirus qu'on peut retrouver chez un très grand nombre de singes que je ne vais pas vous énumérer ici, et dont les noms probablement ne nous disent rien, mais moi non plus, sauf le mandrill peut-être ici. Donc HIV2, il est assez proche d'un virus qui est beaucoup utilisé de façon expérimentale, que le simian immunodeficiency virus, qu'on trouve chez le singe mangabey. Donc HIV2 et CIV sont assez relativement proches. Et de l'autre côté aussi, vous voyez que la divergence est très très grande ici, avec les virus qu'on retrouve d'une part chez les chimpanzés et différents groupes. Là, il y a une extraordinaire hétérogénéité de séquences du virus du VIH, mais qu'on retrouve chez l'homme, les groupes dits O, P, N. Mais vous voyez que les proximités entre ces virus qui infectent l'homme peuvent être parfois moindres qu'avec des virus qui infectent par exemple le chimpanzé troglodyte ou le gorille qui se situe quelque part entre P et N. Donc il y a montrant la proximité de ces virus et évidemment l'origine simiesque de ce virus qui a évolué, muté et s'est adapté, a été capable d'infecter aussi des cellules humaines. Et évidemment, on peut estimer que ces événements d'adaptation à l'homme sont relativement récents et remontent à quelques dizaines d'années et non pas des centaines ou des milliers d'années. Alors le virus lui-même, en façon schématique, comment se fait son cycle viral, son cycle infectieux. Donc il se fait essentiellement dans les lymphocytes TCD4, mais aussi dans d'autres cellules immunes qu'il est capable d'infecter, que sont les cellules dendritiques, donc cellules présentant l'antigène, et aussi des macrophages. J'ai mentionné en particulier le nom de la microglie au niveau du cerveau. Donc sont schématisées sur cette image les différentes étapes de l'infection qu'on va passer en revue une par une, brièvement. C'est une cellule, mettons qu'il s'agisse d'un lymphocyte TCD4, son noyau, le fil orange ici représente l'ADN. Donc on a plusieurs étapes. Première étape, le virus est ici, schématisé par cette boule rouge avec les pointes bleues. Les pointes bleues, c'est l'enveloppe. Donc l'enveloppe est capable de se fixer sur ces récepteurs, la molécule CD4 ici en jaune, mais aussi, on va le revoir de façon un petit peu plus détaillée, un autre récepteur qui est extrêmement important, qui est schématisé ici par cette image, qui sont en fait des récepteurs du système immunitaire, des récepteurs pour des chémokines, donc des substances qui attirent les cellules du système immunitaire. Il y a deux récepteurs de ce type qui sont susceptibles de se lier à la glycoprotéine du virus. C'est un qui s'appelle CCR5 et l'autre qui s'appelle CXCR4. Et en général, les virus se ciblent l'un ou l'autre. Donc, ça fait deux types de virus différents. Mais en tous les cas, ici, le point important, c'est que ce phénomène de fusion, donc qui va permettre la fusion entre la membrane de la cellule et la membrane du virus, passe par une étape d'attache et d'évolution, je verrai schématiquement dans la diapo suivante, de changement de structure, de changement de conformation de la glycoprotéine d'enveloppe du virus, d'exposition de la GP41, et donc l'interaction avec ces deux récepteurs membranaires. CD4 seul ne suffit pas. Il faut aussi un récepteur de chémokine, CCR5, éventuellement CXCR4, pour que le virus pénètre. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, dit en anglais de uncoating, je ne sais même pas comment on dit en français, mais enfin, vous pouvez comprendre, c'est le fait que peut-être quelqu'un a une idée, ça ne me vient pas à l'esprit. L'enveloppe est détruite, les protéines, la capside, etc. sont défaites, et le matériel génétique est exposé. C'est ici. Donc c'est déshabillage peut-être, après tout. Comment ? Non, non enrobé, il y a la notion dynamique de modification, on s'enlève, c'est pour ça que je dis déshabillage. Enfin bref, vous comprenez, quoi. Uncoating. Comment ? Épluché, oui, mais pour un virus, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas un oignon, quoi. Mais le principe est là. Bref. Mais c'est une étape extrêmement importante. L'étape suivante, donc l'ARN est exposé, on va dire, il se lie d'emblée avec une série de protéines. Les choses sont évidemment bien plus compliquées que cette image ici. Et on sait que des protéines de la cellule interviennent dans la régulation notamment de la transcription réverse et d'autres épisodes du cycle viral. Donc va permettre de transformer l'ARN viral en ADN. Et cet ADN, il est représenté presque en altère ici, vous verrez pourquoi dans un instant. Et ce matériel génétique-là, donc de l'ADN, qui est associé à une série de protéines, des choses sont assez compliquées, d'ailleurs pas complètement identifiées, parfaitement compris encore à ce jour, ce complexe dit pré-intégratif, c'est son nom exact, va être capable de franchir la membrane nucléaire du noyau. Donc c'est-à-dire que même des cellules qui ne sont pas en division peuvent être infectées, permettant
à ce que l'ADN non intégré linéaire, c'est cette image ici, pénètre dans le noyau et s'intègre, donc par événement de recombinaison avec le génome, avec l'ADN génomique, faire en sorte que maintenant, ce fragment d'ADN qui contient les éléments génétiques importants du virus, on va le revoir dans un instant, fait partie, et quelque part sur un génome, un chromosome du génome. Et on sait que le virus ne s'intègre pas au hasard, il s'intègre plus particulièrement là où la chromatine est active, et au sein des gènes, dans les introns de gènes en particulier. Mais ça peut être dans des tas, il y a plein de sites dans le génome des cellules infectées où peut se faire cette intégration. Donc cette étape est extrêmement importante parce qu'elle permet, même si la cellule n'est pas détruite, au virus de persister au sein du génome de la cellule. C'est le principe de tous les rétrovirus, en l'occurrence, ce n'est pas spécifique à VIH. Et ensuite, les étapes suivantes, c'est qu'à partir de ce matériel génétique, qui va être transcrit, selon les principes classiques de la transcription, mais avec l'intervention évidemment d'éléments du virus, mais aussi d'éléments endogènes à la cellule, l'interaction entre les deux est très importante, va être produit d'une part l'ARN génomique, donc c'est l'ARN qui va être in fine incorporé au sein de la particule virale en formation, mais aussi les ARN messagers qui vont permettre de fabriquer, par traduction évidemment de ces ARN messagers, toutes les protéines du virus. Donc la capside, la matrice, les glycoprotéines d'enveloppe, donc ils vont permettre à la constitution du virus, avec en bleu ici l'enveloppe, et à l'intérieur la matrice et la capside, et in fine, donc c'est ce que je viens de vous dire, synthèse des protéines, leur processing, parce qu'elles sont découpées à partir de produits initiaux, assemblés pour former la particule virale qui bud, à nouveau du franglais, parce que je ne sais pas comment on dit en français vraiment bien, donc la proéminence du virus qui se forme en utilisant la membrane plasmique de la cellule, et voilà, in fine, le résultat final, la production d'un virion qui est capable de recommencer. Ce cycle est très rapide, et on verra quelques chiffres tout à l'heure, et les infections de cellules se font en très grand nombre. Donc, voilà l'essentiel de la biologie du virus. Vous voyez, là, il y a deux notions importantes. C'est d'une part, probablement la notion la plus importante, c'est la notion d'intégration du génome du virus au sein du génome de la cellule infectée, et sa persistance lors d'une division cellulaire, par exemple. Et d'autre part, évidemment, le fait que de ce génome peut être fabriqué via la transcription dans les différents ARN messagers l'ensemble des protéines nécessaires à la fabrication des particules virales. Voilà, alors le génome viral, on va étudier un tout petit peu plus dans un instant, il est composé d'éléments chevauchants, il est tout petit, il fait environ 9 kilobases, environ 9000 nucléotides. Aux deux extrémités, voilà, c'est marqué là, les noms vont apparaître au fur et à mesure, il y a ce qu'on appelle le long terminal lipide, donc des répétitions longues, avec 3 sous-unités, je n'entre pas dans les détails. L'élément est présent de façon pas tout à fait identique, je ne vais pas aller non plus dans trop de détails. Aux deux extrémités, ce sont les deux haltères de l'image précédente, c'est une convention d'écriture, à vrai dire, mais les deux haltères ici, donc les extrémités renforcées, d'où l'image en haltère, ce n'est pas l'image réelle de l'ADN, c'est la présence, c'est la façon de marquer la présence des long terminal lipides, des LTR. Et ces éléments LTR, ils sont très importants parce qu'ils commandent la transcription des gènes du virus. Ils ont un effet, notamment un enhancer très puissant, qui vont permettre la transcription des gènes du virus, en plus d'un élément propre au virus supplémentaire dont je vais vous dire un mot dans un instant. Ici, il y a un premier gène, en bleu pâle, qui code in fine pour plusieurs protéines du virus. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. C'est le gène GAG, par exemple, il code pour la matrice et nucléocapside. Ici, un gène en violet qui code pour la polymérase, donc qui permet la fabrication du matériel génétique du virus. Après, on entre dans des éléments qui ne sont pas des éléments structuraux, mais des éléments qui interviennent dans la biologie du virus, notamment qui interagissent avec des éléments de défense du virus, contre le virus de la cellule. Par exemple, l'élément vif, il a pour effet biologique de contrer la fonction d'une protéine dont je vous dirai un mot tout à l'heure, qui s'appelle ApoBec3G, qui intervient dans l'immunité innée contre le virus. Donc c'est un moyen de défense du virus contre le système immunitaire inné de l'hôte. Un peu plus loin, donc avec des éléments de séquence chevauchants, comme vous pouvez le voir, il y a un autre élément VPR, donc qui modifie le cycle cellulaire et, comme vous pouvez lire, facilite l'infection par le virus des macrophages. Un peu plus loin, VPU, qui a aussi des fonctions régulatrices. Ici, un gène évidemment très important
c'est celui qui code pour la protéine d'enveloppe du virus, qui est secondairement modifiée, je ne vais pas aller dans trop de détails, l'élément REV, qui est encore un élément régulateur, l'élément NEF, qui aussi a des fonctions immunorégulatrices, par exemple, comme vous pouvez le lire ici, on en reparlera, diminue l'expression des molécules HLA de classe 1 à la surface des cellules infectées, donc diminue la possibilité des cellules du système immunitaire de tuer les cellules infectées, par exemple. Donc c'est une contre-mesure du virus contre le système immunitaire. Et il y a enfin, enfin il est marqué ici, mais en fait il est là, le carré bleu ici, schématiquement, c'est l'élément TAT, TAT, qui est très important parce qu'il a une activité transcriptionnelle en trans, c'est-à-dire qu'il favorise la transcription, en plus des LTR, de l'ensemble des gènes du virus. Donc il y a 10 éléments, 3 importants sur le plan structural, les gènes GAG, POL et ENV, tous les autres étant des éléments soit de régulation, soit des éléments en fait impliqués, ou parfois ensemble, impliqués dans la limitation de la réponse immune contre le virus par les cellules infectées. Voilà. Alors, on reste un instant sur la biologie du virus et l'infection. Je vous disais tout à l'heure que le virus, pour pénétrer dans les cellules TCD4, qui sont ici à l'image, nécessitait en fait la fixation sur 2 types de récepteurs, CD4, ici imagés par les 4 boules vertes qui correspondent à 4 domaines extracellulaires de la molécule, mais aussi une protéine de type CCR5 qui a plusieurs domaines transmembranaires, d'où cette image en zigzag autour de la membrane de la cellule. Donc vous avez une image complètement fausse en termes d'échelle du virus, parce que ça c'est le virion qui est évidemment beaucoup plus grand que le trimère unique de la glycoprotéine GP120 associée à l'élément GP41, qui se fixe cette glycoprotéine sur la molécule CD4. Et quand ceci se produit, ça entraîne un changement absolument gigantesque de conformation de l'ensemble qui expose et modifie ce qui est ici marqué sous forme de boule rouge GP41, devient ces trimères en bleu qui se fixent à ce type de récepteur, en même temps donc qu'il y a la fixation ici de GP120 à CD4. Et ceci va déformer complètement l'enveloppe qui va, vous voyez, se recourber, qui prend cette forme, coil en anglais, qui se recourbe et qui permet d'approcher ici ce qui est l'élément important, le virion, va venir se coller sur la membrane cellulaire de telle manière que les membranes ici fusionnent, en français, fusionnent, et que le matériel du virus peut pénétrer dans la cellule. Donc ce processus qui est assez bien compris aujourd'hui est évidemment assez complexe. Donc les caractéristiques du virus, je vous rappelle, j'en ai déjà donné quelques éléments, mais je pense que c'est important que ce soit clair pour vous, parce que c'est des éléments sous-jacents de toute la discussion qui va suivre tout à l'heure sur la persistance du virus, même chez les sujets efficacement traités. Donc il y a d'une part, à partir du génome intégré, comme je viens de vous le montrer, un cycle réplicatif. Donc ça veut dire qu'à partir de ce matériel génétique, tous les éléments du virus sont produits et des particules virales vont être produites en grand nombre par les cellules infectées. Et il peut y avoir un cycle latent, c'est-à-dire une situation où il n'y a pas de transcription du génome du virus. Donc le génome viral est présent, mais il est silencieux. Et donc la cellule porte l'information génétique du virus, mais ne produit pas de particules virales. Cette situation, elle est présente en particulier chez les sujets traités par les agents antirétroviraux actuels, mais où le virus n'a pas d'effet, mais persiste. Et s'il persiste, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, pour une raison ou une autre, notamment l'activation cellulaire, comme c'est indiqué ici, par une réponse immunitaire, par exemple, dans un lymphocyte TCD4, va induire la reprise du processus de transcription du génome viral et donc la reprise du cycle réplicatif. Il est très important d'avoir en tête cette double cette double fonction, c'est pas une fonction, cette double situation possible de l'infection des cellules par le VIH, et on est loin d'en comprendre tous les éléments, mais on a un spécialiste dans la salle, donc tout à l'heure vous allez en savoir plus sur ces questions. Une notion absolument fondamentale, c'est la variabilité génétique importante du virus, notamment du gène de l'enveloppe, c'est-à-dire que le virus mute avec une fréquence absolument extraordinaire, donc des mutations qui peuvent être défavorables et qui vont arrêter le cycle réplicatif, mais certaines de ces mutations peuvent être sélectionnées parce qu'elles permettent d'échapper à une réponse immunitaire. Et cette capacité multiple de variation génétique est un des obstacles et une des explications du fait que donc, la réponse immune est insuffisante à contrôler l'infection. Et ceci s'explique en grande partie
par ce qui est indiqué en dernière ligne sur cette diapositive, par le fait que la reverse transcriptase, donc, qui copie l'ARN en ADN, est infidèle, donc fait des erreurs, se trompe. Cela est donc à la base de ce phénomène d'hypermutation du virus. Alors, quelques notions d'épidémiologie de l'infection. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En 2017, on estime qu'il y avait environ 37 millions de personnes infectées dans le monde. Vous avez ici sur cette carte une répartition de ces populations qui, comme vous le savez, n'est pas du tout homogène. Les populations qui souffrent le plus sont dans l'Afrique subsaharienne, puisque les 25 millions, ça veut dire à peu près 2 tiers des sujets aujourd'hui infectés par le VIH vivent en Afrique subsaharienne, ce qui n'est pas sans incidence, bien sûr, puisque le contexte socio-économique et médical n'est pas le même que dans les pays dits occidentaux. Donc néanmoins, si les chiffres pour l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est environ 2,3 millions de personnes infectées. Vous pouvez lire qu'il y a des malades sur tous les continents, encore une fois, avec cette distribution particulière. Et les points essentiels, ils sont là. C'est 95% des malades vivent dans les pays pauvres, donc dans des conditions où les traitements, le diagnostic et les traitements ce ne sont pas les mêmes que dans nos pays. Qu'aujourd'hui, la moitié des personnes infectées sont des femmes, et qu'il y a, on va y revenir dans un instant, aussi des enfants infectés, puisque vous savez sûrement que la transmission de virus peut se faire de la mère à l'enfant. Donc 9% des 37 millions de personnes infectées aujourd'hui sont des enfants, et chez l'enfant, la maladie est particulièrement tragique par l'atteinte du système nerveux central précoce et extrêmement sévère. Donc on estime qu'il y a environ actuellement encore 2 millions de nouveaux cas d'infection par le VIH par an dans le monde, dont 240 000 enfants, ça fait un peu plus, ça fait 12%. Et enfin, ces notions sont très importantes et font l'objet de suivi évidemment très attentif, non seulement de suivi, mais tentatives d'action, notamment par UNAIDS, donc l'agence internationale qui en particulier essaie de développer la prise en charge de l'infection de par le monde. Donc 19 millions de personnes sont traitées, donc ça veut dire que 18 millions ne le sont pas. C'est évident. Et sont susceptibles de poursuivre la dissémination. Il y a, comme vous pouvez lire, un objectif actuel de UNAIDS en 2020 qui est dit 90, 90, 90. Ça veut dire 90% de malades diagnostiqués permettront que 90% de ces 90% soient convenablement traités, reçoivent la trithérapie au lieu de seulement aujourd'hui 19 millions, ça fait un peu plus de 50%, à peine plus de 50%, et que 90% de ces 90% contrôlent le virus. Donc on n'est pas à 100, 100, 100, et on n'en est pas là aujourd'hui. C'est un objectif affiché pendant 2 ans, qui est un défi très, très sérieux en termes d'intervention médicale de proximité là où sont les patients, d'arriver, donc, encore une fois, à diagnostiquer 90% des patients, en traiter 90 des 90, ça fait 81, et 90 de ces 90 n'est plus d'infection active. C'est un grand défi. Si on regarde à nouveau, pour être un peu plus précis, la prévalence de l'infection, donc plus c'est sombre, plus il y a de malades. Vous pouvez voir très clairement que l'Afrique sous-saharienne, en particulier l'Afrique du Sud, et les pays proches sont ceux où la maladie est la plus prévalente. Vous pouvez voir que quand la couleur est noire ici, donc l'Afrique du Sud en particulier, plus la géographie, je ne suis pas absolument excellent là, au-dessus de l'Afrique. Ici, ça doit être non, pas ici. Non, Tanzanie, c'est plus haut. Pardon. Bon, vous êtes aussi bon que moi en géographie, donc je vois. Comment? Ah, ça, c'est l'ancienne Rhodésie, là au-dessus. Comment ça s'appelle? Merci, Zimbabwe. Malheureusement, Zimbabwe et Afrique du Sud sont les pays où la prévalence est supérieure à 15%. C'est absolument considérable. Et elle est également importante dans d'autres pays d'Afrique, et vous avez les valeurs pour les autres pays. Donc la France se situe quelque part autour de 0,5% de prévalence. Et vous voyez que la prévalence globale dans la population adulte mondiale est de 0,8%, donc avec une hétérogénéité absolument extraordinaire. Et ce n'est pas tout à fait sûr, par exemple, que les valeurs pour la Chine soient justes. Elles sont très faibles, mais ce n'est pas sûr qu'elles soient totalement justes, malheureusement. De même pour la Russie, il y a quelques éléments qui laissent craindre que la prévalence soit supérieure aux chiffres connus, tels que montrés ici pour l'année 2013. Alors l'évolution, compte tenu des mesures prises, même si on a vu que malheureusement les objectifs envisagés ne sont pas encore atteints, mais l'évolution des éléments diagnostiques et thérapeutiques ont permis de faire diminuer le nombre de nouveaux cas de personnes infectées par année. Vous voyez que les chiffres
dans la période la pire, 90 jusqu'à 95, où il n'y avait pas ce traitement antirétroviral triple, la trithérapie, était une augmentation assez dramatique du nombre de nouveaux cas. Donc maintenant, ces valeurs sont en diminution, mais encore une fois, en diminution, mais c'est 2 millions de personnes nouvellement infectées chaque année dans le monde. Et les traitements ont permis une réduction de la mortalité, mais compte tenu du fait qu'un grand nombre de personnes encore n'ont pas accès à ces traitements dans de bonnes conditions ou de façon durable, il y a encore plus d'1 million de personnes qui décèdent chaque année du sida dans le monde. Et vous avez ici la courbe donc, du nombre de personnes infectées. Donc, malgré les mesures de précaution connues, etc., la réduction de la charge virale chez les sujets infectés, on a la pente d'augmentation du nombre de personnes infectées n'est plus la même. Il y a un infléchissement, mais néanmoins, il y a encore un nombre croissant qui est lié d'une part au fait que donc, les malades traités vivent. Évidemment, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais aussi, quand même, il y a des nouveaux cas, comme je vous l'ai déjà indiqué. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc voilà les chiffres qui justifient, si je puis dire, ce cours, si tant est qu'il faille absolument justifier. C'est-à-dire que malheureusement, la problématique de l'infection par le VIH, même si des progrès considérables ont été faits, est loin d'être résolue de par le monde, on vient de le voir. Alors comment se transmet le virus? Il se transmet schématiquement de 3 manières. La plus classique, entre guillemets, c'est par contact sexuel à travers les muqueuses, et notamment à travers la muqueuse anale qui est extrêmement fine. Et comme vous allez voir sur des données précises dans une région d'Afrique du Sud, le risque est lié à la charge virale et au nombre, mais de façon intuitive, c'est évident, au nombre de personnes qui sont infectées, la prévalence de l'infection dans la communauté où vivent les personnes. Mais en plus, cette fois-ci, si on vient au risque direct de transmission lors d'un acte sexuel, mis à part le fait que donc la muqueuse anale est particulièrement permissive, l'existence de lésions muqueuses génitales liées à une co-infection, par exemple, est un facteur de risque important. La deuxième voie de transmission, c'est la voie sanguine, les produits sanguins. Vous savez qu'il y a eu malheureusement dans nos pays un drame autour des hémophiles dans les années 80, avant qu'on puisse correctement dépister la présence du virus chez les donneurs de sang, même en purifiant les protéines de la coagulation qui sont utilisées chez les hémophiles. Il y avait une copurification de particules virales et transmission du virus par les protéines du sang, et donc qui ont fait qu'en France, à peu près 3/4 des hémophiles dans les années 80 ont été contaminés et ont été infectés donc par le virus. Aujourd'hui, la situation, heureusement, n'est plus celle-là, et les systèmes, d'une part, de purification de protéines, d'autre part, de tests des donneurs de sang, évitent ce risque quasiment complètement. Et donc, le troisième mode de transmission, qui n'est pas négligeable à l'échelle mondiale, c'est la voie materno-fétale. Vous pouvez lire qu'elle peut se venir dans 3 temps, soit prénatale, donc avant la naissance, un petit tiers des cas, au moment précis de l'accouchement, la moitié des cas schématiquement, mais aussi par l'allaitement. L'allaitement, le virus est présent dans le lait et peut ainsi contaminer l'enfant. Le risque global, en l'absence de toute protection, de transmission du virus de la mère et l'enfant, vous voyez, entre 15 et 25 %, donc c'est absolument considérable. Et il dépend, comme vous pouvez lire, de la charge virale et du temps de rupture des membranes jusqu'à l'accouchement, parce qu'une fois les membranes ouvertes, le risque de transmission est augmenté. Alors, c'est le domaine de la transmission materno-fétale est celui où il y a eu le plus rapidement, le plus spectaculairement des progrès de la médecine, au moins dans les pays où les traitements sont accessibles. On va aller directement à cela, je reviendrai en arrière après ici. Ici, ce sont les données françaises de mon collègue avec qui je travaille, qui s'appelle Stéphane Blanche, qui a étudié de façon très très précise la situation en France. Vous avez année par année, entre la période 85-88, donc jusqu'à la période actuelle, où les chiffres sont les mêmes à peu près aujourd'hui, le taux de transmission materno-fétale à partir d'un suivi de cohorte systématique de femmes, qui était donc avant toute intervention thérapeutique de l'ordre de 17, 20, 16%, ce que je vous ai dit il y a un instant. Et puis ensuite se sont mises en place, et ce sont les différentes couleurs, à partir de la fin des années 80, début des années 90, intervention thérapeutique chez la mère, monothérapie d'abord, début de réduction de la transmission, vous voyez 10,9% en 93-94, avec la plupart des femmes recevant une monothérapie, on descend à 5,5, et puis les progrès évidemment les plus notables, c'est que le développement des bithérapies et la trithérapie, qui permet pratiquement, si le traitement est bien pris, de réduire à 0 la transmission materno-fétale, ce qui fait qu'en France aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'enfants qui naissent infectés par le VIH, sauf malheureusement lorsque on intervient trop tard, c'est-à-dire que la femme arrive
en fin de grossesse et non traitées, infectées bien sûr et non traitées. Et donc, qu'on pourrait qualifier d'accident, mais aussi dramatique que ce soit. Mais sinon, donc, l'intervention thérapeutique chez les mères permet d'abolir ce risque. Alors, à propos du risque, là je parle de la transmission ici par voie sexuelle, le résultat d'une étude qui a été publiée récemment, que je trouve assez intéressante, où une étude très fine a été menée dans une population d'Afrique du Sud, à forte endémie, sur une cohorte de 87 000 personnes. Donc ça, c'est la géographie de cette région quelque part en Afrique du Sud. Vous avez ici, donc, avec un code couleur, la charge virale moyenne dans la population, donc c'est particulièrement élevé dans les zones en rose, toute cette zone-là, ici, 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 etc. Et là, une notion un tout petit peu différente, qui est la prévalence de la virémie. Donc, combien de personnes, chez combien de personnes parmi ces 87 000, on détecte la présence du génome viral ou de l'ARN viral dans la circulation sanguine. Et voilà, les courbes ne sont pas tout à fait superposables, même si elles sont assez proches. Mais vous voyez que dans ces régions à nouveau en rose, ici, mais globalement là et là, il y a plus de 18% des personnes chez lesquelles on détecte le virus. Et si on analyse le risque de transmission, on peut faire un petit modèle mathématique que je vous épargne ici, qui est en fait une combinaison de ces deux facteurs. C'est-à-dire la prévalence, évidemment, mais aussi la charge virale moyenne. Et cette notion est importante parce qu'on peut estimer qu'environ 1% de prévalence supplémentaire, ici, a pour conséquence d'augmenter le risque de transmission de la maladie de 6%. Donc évidemment, arriver à diminuer la prévalence par la détection de la maladie, de l'infection et la thérapeutique aura des conséquences évidentes, majeures en termes de prévention de la transmission. Et évidemment, ce qui se fait aujourd'hui dans cette région d'Afrique du Sud. Voilà, alors ça c'était pour la transmission. Donc maintenant, on va passer à des aspects plus dynamiques. Comment se passe l'infection? Comment se font les réponses immunitaires au cours de l'infection? Donc l'essentiel sur le plan immunopathologique de la pathologie, c'est le fait qu'il y a, je l'ai déjà dit plusieurs fois, un déficit en lymphocytes TCD4 quantitatif, le nombre diminue, même il peut diminuer pratiquement à zéro. Dans le sang, physiologiquement, on a entre 500, 1000, 1200 lymphocytes TCD4, il peut tomber absolument à zéro, et évidemment, plus la valeur est basse, plus la situation est péjorative. Mais il y a aussi un déficit qualitatif, c'est-à-dire que les lymphocytes TCD4 présents ne fonctionnent pas normalement. Donc, à quoi est dû ce déficit? Il est dû à plusieurs facteurs qui sont énumérés ici. Un effet direct du virus, c'est-à-dire que le virus, dans son cycle réplicatif massif, a pour conséquence d'entraîner la lyse des cellules. Donc, c'est une façon de mourir des cellules. On va voir sur le plan dynamique que ça va extrêmement vite. Les chiffres sont assez impressionnants. Ensuite intervient un élément qui est certes positif, mais qui paradoxalement aggrave le déficit immunitaire, qui est la réponse immunitaire. Les lymphocytes T fonctionnels de l'individu infecté vont reconnaître la présence de peptides issus des protéines du virus présentés par les lymphocytes infectés, et parmi ces lymphocytes du système immunitaire, les lymphocytes cytotoxiques, par exemple, vont tuer les cellules infectées. Donc, la réponse immune participe de l'induction du déficit immunitaire. Et puis, il y a un effet, encore du franglais, excusez-moi, bystander, c'est-à-dire que le fait de l'infection entraîne une inflammation, une activation chronique et pathologique de cellules qui vont faire que même des cellules non infectées vont mourir dans un cycle d'immunopathologie qui est sévère. Donc ça fait 3 façons de mourir. On verra tout à l'heure, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, des aspects moléculaires plus précis des mécanismes de mort cellulaire au cours de l'infection. Et par exemple, parmi les lymphocytes associés au tube digestif, qui sont évidemment anatomiquement, dans la plupart des cas, les premiers ciblés, la mortalité est assez rapide et imposante, puisqu'on estime qu'entre 40 et 70% des lymphocytes CD4 qui sont associés au tube digestif, vous savez, dans les plaques de Peyer et les formations immunes qui sont présentes au niveau de l'intestin, eh bien, il y a une réduction rapide et très importante de ces lymphocytes par les 3 mécanismes suscités. Et donc, ceci se produit très rapidement. On va voir cette cinétique. De façon globale, ce sont des schémas assez classiques. Si le point de départ ici, c'est l'infection, et vous avez en ordonnée le nombre de lymphocytes CD4, donc 1000, c'est normal, 1000 par millimètre cube dans le sang, et vous avez ici l'échelle horizontale et l'échelle de temps,
qui change, puisqu'initialement elle est en semaines, et après on passe en années, donc évidemment complètement différent. Et il y a une autre échelle verticale ici, qui correspond à la courbe verte. La courbe des CD4, c'est la courbe violette. La courbe verte correspond à la quantité d'ARN du virus que l'on peut détecter dans le plasma, qui est un bon marqueur de l'infection. Donc de façon naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sans intervention médicale, il va se passer ce que vous pouvez lire ici, voir ici. C'est en termes de charge virale, évidemment, il y a une réplication virale très importante, ce qui fait que de façon majeure, en quelques semaines, vont apparaître un très très grand nombre de particules virales et donc d'ARN du virus dans le plasma. Il y a une certaine réduction qui suit, qui est en gros liée à la réponse immune, mais comme vous voyez, ce n'est pas du tout une disparition. Et ensuite, de façon au long cours, et maintenant on est en années, progressivement, la quantité d'ARN viral va augmenter pour, en phase finale, quand la réponse immune est pratiquement anéantie, il n'y a pratiquement plus lymphocytes TCD4 à nouveau explosés dans la phase qui précède le décès. Donc de façon parallèle, on observe une destruction rapide d'un grand nombre de lymphocytes TCD4, encore que la courbe stricto sensu ne démontre pas une destruction, elle montre une baisse de nombre, ça pourrait être aussi lié à des problèmes de migration, mais on sait qu'il y a bien une destruction qui est initialement très rapide, puis qui se fait de façon plus lente, mais inexorable, jusqu'à pratiquement à la disparition de tous les lymphocytes TCD4. Et évidemment, quand le nombre de lymphocytes TCD4 descend en dessous de 2 à 300 par millimètre cube, c'est une situation à très haut risque infectieux. Donc c'est là où les symptômes surviennent et, in fine, le décès au bout de quelques années de façon variable d'un individu à l'autre. Donc ça, c'est l'histoire naturelle de l'infection par le VIH, avec sa phase aiguë qui est particulière, et la destruction inexorable, en particulier des lymphocytes TCD4, mais globalement du système immunitaire, et la persistance du virus et les conséquences infectieuses. Alors si on entre maintenant un peu plus dans le détail des événements ici précoces et ensuite tardifs de l'infection par le VIH, de l'interaction entre le virus et les cellules du système immunitaire, donc vous avez aussi à nouveau une échelle de temps en abscisse, horizontalement, entre ce qui se passe attention, parce qu'ici on est en termes d'heures, donc c'est immédiat. Ensuite, nous parlerons d'événements qui surviennent dans les jours qui suivent, les semaines et les années. Donc vous voyez, l'échelle est très mal. Donc, l'infection se fait par la pénétration de cellules infectées, éventuellement de virions libres, à travers la membrane et les cellules épithéliales, et la captation d'un certain nombre de ces particules virales par les cellules dendritiques, qui sont moléculairement équipées pour reconnaître, fixer des particules ou des substances étrangères, de les phagocyter, mais aussi ensuite de les présenter, si je puis dire, cette fois-ci ce ne sont pas les peptides, mais présenter les virus, les particules virales, dans le milieu de la lamina propria, donc qui est le système immunitaire associé ici au tube digestif, donc dans le rectum, dans la plupart des cas de contamination, au niveau du vagin chez les femmes, qui vont faire que des particules virales vont être disponibles, présentées par la cellule ou libres, et qui vont venir infecter les lymphocytes TCD4. Et donc l'infection je crois qu'il y a une animation, oui, c'est ce que on en est là. L'infection des cellules TCD4 qui n'étaient pas particulièrement activées a pour conséquence aussi l'infection secondaire de cellules qui s'activent, ça c'est les cellules qui sont impliquées dans la réponse immune contre le virus, ou des cellules qui s'activent de façon non spécifique, par réponse inflammatoire, et qui vont elles aussi s'infecter, ce qui vont permettre, par relargage d'un très grand nombre de particules virales, la dissémination du virus qui va gagner les tissus lymphoïdes là où il y a des lymphocytes TCD4 dans le corps entier, et les événements vont se poursuivre. On est ici donc après quelques jours d'infection, avec l'établissement donc d'un réservoir de lymphocytes TCD4 infectés qui est absolument dynamique du virus, puisqu'il y a une destruction rapide des cellules infectées, et dynamique parce que certaines sont détruites, encore une fois, par le système immunitaire, mais d'autres cellules sont infectées, etc. etc. Et si bien que, en plus, les réponses immunes peuvent être freinées par les cellules régulatrices, qui, dans ce cas-là, peut être gênant, et l'activation immunitaire, encore une fois, même si elle est utile, participe aussi de la dissémination de l'infection parce que les cellules activées sont en situation optimale pour répliquer le virus et fabriquer un grand nombre des particules virales. Donc, voici une image de ce qui se passe en échelle de temps
et qui fait qu'il y a une production qui ne s'arrête plus, qui n'est plus contrôlable de particules virales. Donc là où ça se passe, c'est dans les tissus lymphoïdes qui contiennent un maximum de les cellules TCD4, on va voir lesquelles tout à l'heure, donc avec la production de virus qui disséminent par la voie sanguine et lymphatique dans les zones qui n'étaient pas encore infectées. Et ce qui fait que, in fine, l'infection chronique est irréversible, la réplication virale ne s'interrompt pas, et schématiquement, plus ou moins au bout de 10 ans, en l'absence d'intervention médicale, survient la maladie, c'est-à-dire le déficit immunitaire, et puis le décès. La dynamique est assez impressionnante en termes de nombre. Les estimations, même si on peut discuter un peu les chiffres précis, mais l'ordre de grandeur, c'est que chez un individu infecté, il y a 10 puissance 10 particules virales produites chaque jour, en situation de l'état d'équilibre, entre guillemets, qui n'est pas strictement l'état d'équilibre. 10 puissance 10, ça veut dire 10 milliards. 10 milliards de particules virales produites chaque jour, mais à l'état d'équilibre, à peu près autant sont détruites, en particulier par la réponse immune. Donc, pour l'essentiel, il y a l'essentiel de la production de ces particules virales, ici en jaune, et le fait de l'infection des lymphocytes TCD4, les 93 à 99%, de cellules qui eux-mêmes vont avoir une durée de vie extrêmement limitée, qui vont mourir en gros en 24 heures. Donc, imaginez l'intensité du processus de production de virus et de mort cellulaire. Il y a un petit contingent de cellules qui ne meurent pas, qui peuvent être en particulier des macrophages, pas que des lymphocytes, qui contribuent un peu à la production virale, mais l'essentiel se passe ici. Et puis à côté de cela, il y a donc des cellules infectées de façon latente, je vous rappelle le cycle latent, où le génome viral persiste, mais elles ne contribueront pas à la production de particules virales, sauf si elles sont réactivées, à un moment ou à un autre. Mais les données les plus importantes, c'est la durée de vie limitée des lymphocytes CD4 une fois infectés et dans un cycle réplicatif du virus, et la quantité de particules virales produites chaque jour, qui est absolument considérable. Donc même s'il y a une production de lymphocytes CD4, de nouvelles cellules formées et d'expansion homéostatique de lymphocytes CD4 matures, cette situation est évidemment, on l'imagine à travers ces chiffres, particulièrement périlleuse. Et la quantité de virus présent à valeur pronostique, c'est connu depuis bien longtemps. Voici un exemple de courbe. Où vous avez ici la probabilité de survie sans sida, donc avant que la maladie n'apparaisse, en fonction de la charge virale. Donc c'est les chiffres qui étaient connus avant les thérapeutiques actuelles, bien sûr. Vous voyez que plus la charge virale est élevée, bon, peu importe les valeurs, plus la probabilité de vie sans maladie est courte. Donc, vous voyez, avec la charge virale la plus élevée, c'est la courbe en bleu. Vous voyez qu'à peu près 50% des individus auront un sida au bout de 3 ans. Pour les malades, par contre, qui ont une charge virale faible, moins de 9000 copies par millilitre, le 50% n'est obtenu qu'après 10 ans. Donc, clairement, il y a un effet pronostic de la quantité de virus, donc de sa capacité d'infecter de nouvelles cellules selon le cycle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est la dynamique de l'infection qui, en partie, explique la gravité de la maladie. Les réponses immunes contre le virus, elles sont, comme pour toutes les réponses immunitaires, et j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer à propos d'autres pathologies infectieuses, peuvent être classées, même si c'est toujours un peu artificiel, entre des réponses d'immunité innée et des réponses d'immunité adaptative, les deux interagissant évidemment fortement. Donc quelques exemples de réponses d'immunité innée qui sont engagées par l'infection par le VIH, c'est la mise en jeu de récepteurs intracellulaires, pour l'essentiel ici cytosoliques, qui reconnaissent des acides nucléiques, des acides d'origine liés au génome du virus, et qui vont déclencher très rapidement la production d'interféron de type 1, qui peut avoir un bénéfique contre l'infection virale. Et par exemple, les récepteurs pour les ARN qu'on appelle RLR, j'en ai parlé la semaine dernière, le récepteur SIGAS qui reconnaît le génome sous forme d'ADN et un autre récepteur IFI16. Il y a des facteurs de restriction du cycle viral donc, qui vont agir, je vais vous en montrer 2 ou 3 exemples, qui agissent sur le cycle viral, qui en limitent la capacité. Et ouais, pas 2 ou 3, j'exagère parce que j'en ai 5, à vrai dire. Enfin, il y en a un qui n'est pas, ils sont pas vraiment, enfin, ils ne sont que partiellement fonctionnels. Je vais m'expliquer. Il y a un facteur qui s'appelle TRIM5A qui provoque une exposition prématurée des acides nucléiques dans ce phénomène de uncoating, mais en fait, ça ne marche pas très, très bien contre le VIH. Plus important est la protéine ApoBec3G qui est une enzyme qui modifie les cytidines de la séquence du génome viral et les transforme en uridine et donc change le code et du coup peut faire que le cycle
de production du génome du virus soit abortif. Donc c'est une protéine potentiellement très intéressante. La molécule SAM-HD1, qui est évidemment très importante aussi, qui provoque une déprivation en déoxynucléotides. Donc la source de synthèse d'ADN est diminuée. Il y a aussi un autre mécanisme d'action qui a été mis en jeu récemment, donc qui a pour effet de limiter la transcription réverse, parce qu'il n'y a pas de déoxynucléotides disponibles, la synthèse d'ADN est diminuée. Et je pense que Moncef, tu en parleras tout à l'heure, peut-être, parce que Moncef est un des papes du SAM-HD1 et l'importance de cette molécule, et en particulier dans son rôle au cours de l'infection par les rétrovirus et le virus HIV. Je vais vous parler un instant d'une molécule qui s'appelle ZAP ou TRIM25 qui dégrade l'ARN viral, mais vous allez voir comment le virus a réussi à déjouer ce piège. Et enfin, il y a une autre protéine qui s'appelle la tésérine ou BSD2 qui retient les virions néoformés. Donc dans la dernière étape, je pense que voilà, l'image est là. Si la tésérine est là, elle bloque le relargage de la protéine virale à ce stade. ZAP, TRIM25, je vais vous parler dans un instant, est censé dégrader le génome de l'ARN génomique, je vais y arriver, du virus. ApoBec 3G, je vous l'ai dit tout à l'heure, mute considérablement les séquences de l'ARN génomique du virus et susceptibles d'en faire que la production d'ADN soit aberrante et non efficace. SAM-HD1 bloque la transcription réverse en déprivant la source en déoxynucléotides. TRIM5 est censé agir ici. Mais les choses sont plus compliquées, ou en tout cas l'évolution du virus fait en sorte que en pratique, un certain nombre de ces mesures de l'immunité innée sont contrebalancées par des modifications du virus. Par exemple, je vais montrer un travail que je trouve assez joli qui a été publié l'année dernière sur l'effet de ZAP sur la séquence du génome du virus. Donc, la protéine ZAP, Zinc Finger Antiviral Protein, est une protéine qui se fixe sur les molécules CG de l'ARN. Donc plus un ARN contient de CG, plus la molécule ZAP se fixe, et la conséquence, c'est qu'elle provoque la dégradation de l'ARN à travers un système d'exosome, je n'entre pas dans les détails. Donc c'est une façon efficace de se débarrasser d'ARN exogène qui serait pénétré dans la cellule. Et évidemment, le virus HIV peut contenir des séquences riches en CG. C'est potentiellement le cas. Donc c'est un moyen d'action antiviral efficace et pourquoi pas efficace contre le HIV. Sauf que ce qui a été montré, c'est que le virus HIV a évolué pour contre-sélectionner et limiter au maximum le nombre de séquences CG au sein de son génome, si bien qu'il échappe, beaucoup de souches virales échappent à cette procédure. Et vous savez ici des expériences faites dans le même papier qui montrent qu'en fonction de la quantité, je ne vais pas dans trop de détails, la quantité de CG ou GC, guanine, cytidine, dans la séquence d'ADN, le virus est détruit ou pas. Donc vous avez ici une situation, donc en fonction de la présence de ZAP. Donc si on est dans un cadre in vitro d'infection expérimentale par un virus fluorescent, donc le virus HIV est vert, GFP positif, et donc on regarde ce qui se passe dans une cellule donc, qui contient un ZAP. Si le virus est riche en GC, il n'y a pas de production de particules virales en gros, et avec des virus qui de façon variable, en fonction il y a différents virus ici, sont dépourvus de GC, la réplication virale se fait très très bien. Donc une manière évidente de contre-sélection du virus, c'est d'éliminer autant que faire se peut des séquences GC. Évidemment, il y a une limite parce que de temps en temps, elle peut être utile à la structure de ces protéines ou aux fonctions des protéines qui sont associées au virus, mais cela se fait très très bien. Et c'est le cas des virus sauvages, comme cet exemple ici. Vous avez ici des expériences où la protéine ZAP est induite ou pas induite, donc qui montrent que cet effet est bien dépendant de la protéine ZAP et pas d'un autre phénomène biologique, dans un contexte où, si on prend l'image du milieu ici, dans un contexte où donc le virus contient beaucoup de GC, mais pas ZAP, la cellule est déficiente dans cette protéine, la réplication virale se fait très très bien, et si maintenant ZAP est présent ou induit, avec un système d'oxycycline dépendant, la production de virus chute, qui montre que c'est bien ZAP, la protéine ZAP, qui est responsable de la dégradation de l'ADN, de l'ARN, pourvu que cet ARN soit riche en GC. Mais encore une fois, la quasi-totalité des virus HIV qui circulent sont pauvres en GC, donc on réussit à échapper à ce système par phénomène de sélection. C'est ce que vous montre cette image ici. Donc les virus
wild type actuels contiennent peu de séquences CG et donc échappent à l'effet destructeur clivant de la protéine ZAP sur les séquences qui est présente ici. Vous avez encore à nouveau l'image d'une souche sauvage parmi beaucoup d'autres où la production se fait très 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 bien dans un contexte où ZAP n'est pas présent. Par contre, quand on peut corréler très très bien la production de particules virales in vitro avec la quantité de sites de fixation de ZAP, donc région riche en CG. Quand il y en a, la production de virus ne se fait pas. Quand il n'y en a pas, ça remonte et ainsi de suite. Donc phénomène de sélection qui a contrebalancé cette mesure de protection d'immunité innée. Je reviens maintenant aux autres aspects des réponses immunes, donc les réponses immunes des lymphocytes et des lymphocytes NK, dont on sait qu'elles sont présentes, largement détectables chez les individus infectés. Donc là, j'évoque des notions de base que l'on retrouve dans tous les contextes de réponse immune impliquant des lymphocytes T. Je vous rappelle, les lymphocytes T CD8 sont capables de tuer des cellules infectées par des virus, soit de façon directe, soit indirecte, je ne vais pas entrer dans le détail ici, par la reconnaissance de peptides d'origine virale présentées par une molécule HLA de classe 1 en règle, et donc cette cellule cytotoxique va tuer la cellule infectée. Donc c'est un phénomène très puissant. Et les lymphocytes T CD4, par des reconnaissances de peptides donc du virus présentés par les molécules de classe 2, en général à la surface de cellules dendritiques, mais éventuellement d'autres cellules, vont s'engager dans plusieurs types de réponses immunes, de production de cytokines comme l'interféron gamma ou d'autres, qui ont une action antivirale. Et les cellules natural killer ne reconnaissent pas spécifiquement des peptides, mais ont des récepteurs qui permettent de reconnaître des cellules infectées et aussi de les tuer par le même mécanisme que les lymphocytes cytotoxiques. Et on peut mettre en évidence chez les sujets infectés la présence de lymphocytes CD8 qui reconnaissent des peptides de GAG, enveloppe, polymérase et aussi les protéines de régulation comme TAT, NEF, REV, et donc qui sont cytotoxiques, produisent interféron gamma, etc. Donc sont potentiellement utiles dans la tentative de contrôle de l'infection. De la même façon, on peut mettre en évidence des lymphocytes CD4 spécifiques de peptides, de GAG, d'enveloppe, de polymérase, etc., et qui produisent toute une série de cytokines potentiellement utiles, mais in vivo, de facto, dans la condition de l'infection des individus, insuffisante, en règle. Pour ce qui est des anticorps, qui sont évidemment utiles aussi pour le diagnostic, voici la cinétique d'apparition des anticorps chez les individus infectés, en rouge et en vert. Vous avez le temps, les semaines, puis les années. Et la courbe de droite, ce sont les titres d'anticorps. La courbe de gauche, qui correspond à la courbe violette, c'est la quantité d'un antigène circulant P24, qui est extrêmement fort initialement, ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. C'est le début de la réplication virale. Et on voit qu'il y a une corrélation, ce n'est pas sûr qu'elle ne soit liée qu'aux anticorps en l'occurrence, une corrélation, une chute importante, mais malheureusement pas une disparition de l'antigénémie, donc de ce P24, une façon de mesurer la présence du virus, et l'apparition des anticorps, mais à vrai dire, c'est aussi le moment de l'apparition des lymphocytes T spécifiques du VIH. Donc ici, la courbe en vert, ce sont les anticorps dirigés contre l'enveloppe. En rouge, la courbe des anticorps dirigés directement contre P24, donc a priori, doivent avoir un effet neutralisant. Donc effectivement, on peut montrer que ces anticorps ont un effet neutralisant. Ils peuvent aussi éventuellement contribuer à tuer les cellules infectées par cytotoxicité dépendante d'anticorps, donc les cellules macrophagiques ou NK qui fixent la partie constante d'un anticorps, qui se fixe du côté variable sur la cellule infectée et qui tue les cellules. Donc ces mécanismes participent sans doute de la réponse immune contre le virus, même si, à nouveau, bien sûr, ils ne sont pas suffisants. On peut montrer au cours du temps que les réponses immunes donc, apparaissent progressivement. Donc, parmi les différents types d'anticorps, par exemple, les anticorps GP41 de l'enveloppe sont parmi les premiers à apparaître. Ils sont intéressants parce que potentiellement neutralisants de l'infection. Puis les anticorps anti-P24, on vient d'en parler, anti-GP120 de l'enveloppe, P17, anti-polymérase. Vous avez ici une image d'un Western blot donc, qui permet de révéler les protéines du virus par un sérum donc, qui contient les anticorps d'un malade. Donc, vous avez l'image ici d'une situation où un malade a des anticorps contre à la fois les protéines d'enveloppe, P24, GP120, etc. Cela a beaucoup servi au diagnostic. Maintenant, les choses se sont simplifiées, mais c'est juste pour illustrer le fait que de très nombreux anticorps sont produits et dont certains ont un intérêt biologique, un type de neutralisation ou de cytotoxicité dépendant d'anticorps, dont je viens de dire un mot.
Il y a un point important, dont je redirai un mot plus tard dans la discussion sur l'immunité contre VIH et comment on peut la modifier, et le fait que certains individus, assez tardivement, ça prend plusieurs années, certains individus, ça veut dire environ 20% des personnes infectées par le virus, développent des anticorps très puissants qui sont particulièrement neutralisants et qui sont très intéressants parce qu'ils neutralisent beaucoup de souches virales, donc qui pourraient éventuellement avoir un effet thérapeutique. Et ils reconnaissent des régions de l'enveloppe qui sont marquées ici, par exemple dans une région dite V1, V2, là où le site de fixation de l'enveloppe sur la molécule CD4, etc. etc. Donc ces anticorps neutralisants à large spectre, présents chez certains malades, ont un intérêt thérapeutique potentiel, mais leur présence chez ces individus, malheureusement, ne suffit pas à contrôler l'infection. Mais le concept est intéressant, on y reviendra. Pour ceux qui étaient présents à mon cours il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, j'avais déjà parlé, dans le cadre d'anticorps thérapeutiques, dit un mot sur ces anticorps neutralisants à large spectre. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, finalement, malgré ces multiples réponses immunitaires, l'immunité innée, je vous ai montré quelques éléments, malgré l'activation, la mise en jeu très puissante des différentes catégories de lymphocytes T, malgré la production massive d'anticorps, cette réponse immune ne suffit pas à contrôler l'infection, et ceci pour une série de raisons. Donc, à nouveau, je l'ai déjà dit, l'évolution continue du virus, c'est-à-dire qu'il mute sans arrêt, et donc cela lui permet il y a un phénomène de sélection des particules virales qui échappent aux effecteurs de l'immunité les plus puissants, donc où le virus n'est plus vu par tel ou tel type d'effecteur de réponse immune qui doit essayer de recommencer à développer avec d'autres spécificités une réponse. Il y a des phénomènes d'évitement. Je vais vous remontrer des mécanismes de réponse innés adaptatifs déclenchés par le virus. Par exemple, la perte des séquences GC est une façon d'éviter l'effet de la protéine ZAP capable de cliver l'ARN viral. Et l'ensemble de cette situation, cette mutagenèse extrême du virus et la contre-sélection donc des virus qui échappent aux réponses immunes et les phénomènes biologiques directs liés aux protéines virales qui bloquent les réponses immunes nous rendent compte à la fois, bien sûr, de l'évolution de l'infection naturelle, mais aussi, évidemment, du fait que la vaccination n'est pas efficace à ce jour. Et donc, ceci va me permettre d'entrer un peu plus dans le détail de ces mécanismes d'échappement du virus. Ils sont multiples. Donc, le fait qu'il y ait une production virale intense, on a vu des chiffres tout à l'heure, une charge virale très élevée, évidemment, est un défi supplémentaire pour le système immunitaire. Le taux élevé de mutation, je n'y reviens pas, et donc la sélection de mutants qui résistent en particulier aux lymphocytes T cytotoxiques. Dans ces conditions, certains lymphocytes cytotoxiques peuvent s'épuiser. C'est une notion qui n'est pas que psychologique, c'est une notion moléculairement définie. C'est-à-dire que des lymphocytes T CD8 chroniquement, ou CD4 d'ailleurs, chroniquement activés, au bout d'un certain moment, acquièrent des propriétés particulières d'expression d'un certain nombre de protéines qui sont en fait immunorégulatrices, qui freinent leur capacité de réponse immune et les rendent moins efficaces. C'est un phénomène physiologique en fait, mais qui évidemment, dans le cadre d'une infection virale chronique, ça ne s'observe pas qu'au cours de l'infection par le VIH, ça se voit aussi dans certaines hépatites virales, l'infection par le cytomégalovirus, évidemment, est un effet gênant et qui favorise l'échappement du virus. J'ai déjà indiqué tout à l'heure, et je le redis ici, que certaines protéines, je l'ai évoqué pour la protéine NEF, donc une des protéines qui est produite par le virus, puisqu'à partir du gène qui la code, a parmi différents effets biologiques l'effet de limiter l'expression des molécules HLA de classe 1 par les cellules infectées, idem pour TAT et VPU, d'autres protéines que j'ai déjà citées, et donc rend les cellules moins visibles aux cellules du système immunitaire ou aux lymphocytes T cytotoxiques. Et puis ces fameux anticorps neutralisants à large spectre, qui sont potentiellement efficaces, au mieux, ils n'arrivent qu'à neutraliser des particules virales externes, non pas à l'intérieur des cellules. Je vous rappelle que les anticorps ne pénètrent pas dans les cellules. Ils n'apparaissent que tardivement, au moins 2 à 3 années d'infection. On reviendra sur les mécanismes un peu plus loin dans le cours, et de façon très inconstante, seulement 20% des individus produisent de tels anticorps. Dans les mécanismes d'échappement, si on continue la liste, qui est assez longue, parce que le virus est entre guillemets malin, évidemment, il n'y a aucun génie particulier là-dedans. Hein. Il n'y a pas de... par exemple, une des choses qui se passe, c'est le masquage des épitopes reconnus par les anticorps par des sucres. Comme vous savez, beaucoup de protéines sont glycosylées. Eh bien, la protéine, en particulier la protéine d'enveloppe,
est glycosylée, et de plus en plus glycosylée au cours de l'évolution de l'infection. Et en se chargeant en sucre, il en résulte le fait que cette molécule d'enveloppe est moins bien reconnue, ou plus reconnue du tout par les anticorps, parce qu'il y a des changements de conformation qui sont liés à la présence de ces sucres. Donc, vous avez ici une image d'une GP glycoprotéine à l'état initial, et ensuite l'évolution dans toutes les différentes directions, ça veut dire sur différents résidus d'acides aminés, et au cours du temps, sur un virus retrouvé chez la même personne plus tard, de protéines qui sont glycosylées sur différents résidus. À chaque fois qu'un trait part, c'est un résidu différent. Et ensuite, avec différentes formes de glycosylation, même sur le même résidu, d'où ces différents embranchements. Donc, in fine, la protéine est glycosylée massivement, de façon distincte, et ce phénomène, en soi, participe de la difficulté de reconnaissance des virus, en l'occurrence de l'enveloppe, par les anticorps. Les lymphocytes B, comme les lymphocytes T, peuvent, entre guillemets, s'épuiser, donc perdre leur capacité de produire des anticorps. Les lymphocytes T helper, comme les lymphocytes CD8, donc, peuvent perdre leur fonction. Et puis, bien sûr, et on y reviendra abondamment, les cellules infectées de façon latente, donc il n'y a pas de réplication virale, sont invisibles du système immunitaire, puisqu'il n'y a pas de production de protéines virales. Elles ne peuvent pas être reconnues comme contenant ces protéines, être vues par les cellules du système immunitaire anti-VIH, et donc elles résistent. Et puis, il y a la possibilité que le virus persiste de façon aussi relativement silencieuse au niveau du système nerveux central, en particulier dans les cellules de la microglie. Il y a une résistance au facteur résistance du virus, au facteur de restriction de l'hôte. On a déjà vu la situation de ZAP par l'appauvrissement en région CG. Alors VPX, une situation particulière, parce que seul le HIV2 porte cette protéine, mais cette protéine, elle induit la dégradation dans le protéosome de SAM-HD1. Donc elle rend la protéine SAM-HD1, dont on a parlé déjà tout à l'heure, et dont vous allez, je pense, réentendre parler, inefficace. Mais ce mécanisme n'intervient que pour HIV2. La molécule VPR, qui induit une autre molécule qui s'appelle SLX4, qui est une molécule endogène de la cellule et non plus une molécule virale, elle provoque la dégradation de l'excès d'acide nucléique du VIH. Et ainsi, comme il n'y a pas cet excès, disons, de production inefficace d'acide nucléique d'ARN du virus, qui normalement déclenche une réponse limitée innée sous la forme de production d'interféron de type 1, et bien dans ces conditions, il y a moins d'acide nucléique inefficace, moins de production d'interféron de type 1, donc la réponse immune est réduite. Enfin, les protéines VPX, encore une fois pour HIV2, VPR, NEF, VIF et VPU pour l'ensemble des HIV, peuvent directement inhiber la production d'interférons et la signalisation induite par l'interféron. Donc, toute une série de contre-mesures ont été sélectionnées dans l'évolution du virus qui limitent les réponses de l'immunité innée. C'est ce qui est imagé ici avec ce schéma qu'on a déjà vu tout à l'heure. VPX pour HIV2 uniquement, qui dégrade SAM-HD1 et qui empêche SAM-HD1 d'intervenir donc dans la capacité de limiter la production des génomes viraux. ApoBec 3G qui entraîne les mutations du virus, du génome viral, est contrebalancé par VIF. Et encore, les virus pauvres en CG sont résistants à ZAP, on l'a vu tout à l'heure. Je vais passer ça parce que je pense que Monsef est susceptible d'en reparler tout à l'heure et ça me permet de gagner un peu de temps vu le fait qu'il est déjà 4h15, pour évoquer donc évidemment la conséquence de ces différentes procédures par lesquelles le virus échappe aux réponses immunes, c'est-à-dire le déficit immunitaire. Donc on peut imager et observer dans le temps. Vous avez ici, si vous voulez, l'image de, entre guillemets, la défaite du système immunitaire du fait de l'infection par le VIH. Donc au cours du temps, l'infection primaire, qui s'établit essentiellement donc, chez la plupart des individus lorsque la transmission se fait par voie anale, au niveau du système immunitaire associé à l'intestin, mais sinon c'est le système immunitaire qui existe aussi associé aux muqueuses vaginales. La procédure est la même. Il va y avoir une production massive de virus, une dissémination dans les organes lymphoïdes ici, où le virus, malgré les réponses immunes locales, persiste. Et vous avez ici des images détectées par hybridation in situ dans un ganglion lymphatique de l'ARN messager du virus, et de façon chronique, persiste au sein de ces organes lymphoïdes, entraîne une activation immune, évidemment, et
comme je l'ai déjà dit, l'activation immune, qu'elle soit spécifique ou non spécifique, favorise la réplication virale. Donc c'est un phénomène de cercle vicieux qui, in fine, entraîne la destruction du système immunitaire. Et si on regarde de façon un peu plus précise, par exemple, ce qui se passe dans des modèles chez le singe, macaque, infecté soit par un virus SIV, donc qui a un tropisme spécifique pour ce singe, ou des virus HIV modifiés pour être capables d'infecter ces singes. Si on regarde quelles sont les cellules infectées, quelles sont les cellules les cellules infectées chez un animal infecté non traité contre le virus, vous pouvez voir qu'en l'absence de traitement, le virus est présent dans les organes lymphoïdes, dans les ganglions lymphatiques en rouge, et aussi en très grande proportion en bleu dans le système immunitaire associé à l'intestin et un petit peu ailleurs dans le poumon. Lorsque on y reviendra dans les questions de réservoir, dans ce modèle, en tous les cas, chez le singe, après traitement antirétroviral, le virus persiste quasiment essentiellement au niveau de l'intestin. Et on verra dans quelles conditions. C'est un modèle chez le singe macaque et pas forcément totalement transposable à ce qui se passe chez l'homme, néanmoins. Donc, encore une fois, au niveau de ces organes lymphoïdes qui ont été infectés, après migration du virus ou des cellules infectées par le virus, c'est là où se déclenchent les réponses immunes, mais c'est une situation où donc, le virus est présent, notamment il est à la surface des cellules folliculaires dendritiques qui jouent un rôle très important dans la présentation d'antigènes aux lymphocytes B et provoque une activation, comme vous pouvez lire, continue de lymphocytes TCD4 et lymphocytes B, une production continue de cytokines qui favorise paradoxalement la réplication virale et entraîne des dysfonctions majeures du système immunitaire où les réponses deviennent inadaptées. Et ceci favorise ces phénomènes d'épuisement, donc de modification de la fonction de lymphocyte T et de lymphocyte B chroniquement activés. Je dis de façon un peu différente ce que j'ai déjà dit. De façon un peu plus détaillée, ici, on a les mécanismes d'action directe et indirecte qui font que comment l'infection virale entraîne la déplétion et ou le dysfonctionnement des lymphocytes CD4. Donc il y a la perte de l'intégrité de la membrane des cellules lorsque il y a le bourgeonnement, j'ai trouvé le mot français pour budding, c'est bien revenu, bourgeonnement des particules virales à la surface. Donc cela peut provoquer des lésions de la cellule qui sont fatales. L'accumulation de virus non intégrés par production importante du génome viral peut avoir un effet toxique direct sur la cellule. L'activation de l'ADN dépendante des phénomènes, le mécanisme de réparation de l'ADN, mais qui, en étant mis en jeu de façon chronique, notamment la protéine kinase dépendante de l'ADN, peut avoir des effets délétères. L'accumulation, la transcription du génome viral interfère avec la façon physiologique d'utilisation des ARN et donc modifier considérablement la biologie cellulaire, entraîner sa mort. Des événements de fusion entre l'enveloppe et CD4 entre cellules qui créent des syncytia, donc des cellules multinucléées qui vont finir par mourir, c'est ce qui est indiqué ici. Donc tout ça sont autant de phénomènes directs d'action du virus qui conduit à la mort cellulaire du lymphocyte CD4. Et à côté, de façon indirecte, il y a les événements aberrants d'activation intracellulaire, éventuellement la mise en jeu de réponses auto-immunes, en tous les cas auto-inflammatoires, avec production massive de cytokines qui sont toxiques, des victimes innocentes voisines lors de la destruction de cellules infectées par les virus, les phénomènes d'apoptose, de pyroptose, qui sont des mécanismes moléculaires un peu différents de mort cellulaire ou par autophagie, également de destruction partielle des cellules, l'inhibition de la production de lymphocytes aussi en amont au niveau du thymus pour les lymphocytes T, dans un contexte de production massive de cytokines, donc une modification de l'anatomie des organes lymphoïdes. Bref, une accumulation d'événements directs liés au virus, indirects liés aux réponses immunes, qui convergent vers la destruction du système immunitaire et en particulier la destruction des lymphocytes CD4. Et on va probablement terminer par cela aujourd'hui, bien que j'aimerais bien vous dire, introduire le concept de réservoir avant de donner la parole à Moncef Benkiran. Sur le plan quantitatif, aussi quelques notions importantes. On estime à nouveau, c'est des chiffres pas tout à fait identiques, mais presque identiques de ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'estimation de la production de virions de particules virales est très très élevée, et le déficit quantitatif est tout aussi élevé, et puisqu'on estime que un individu infecté perd environ, les chiffres expérimentaux ici, de l'ordre de 200 milliards de lymphocytes T
pardon, j'ai dit une bêtise, excusez-moi, 2 milliards, c'est déjà pas mal, 1,8 milliard pour être précis, de lymphocytes TCD4 chaque jour d'infection, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que parmi cette mort cellulaire considérable de lymphocytes TCD4, seulement 5% correspondent, après un travail expérimental dont je vais vous montrer une donnée dans un instant, seulement 5% de la mort cellulaire concerne des lymphocytes TCD4 infectés, et par un processus d'apoptose qui dépend d'une caspase, donc une des enzymes impliquées dans les processus de mort cellulaire par apoptose, qui s'appelle la caspase 3. Et 95%, on estime à peu près 95% des lymphocytes TCD4 qui meurent ne sont pas infectés directement. Donc c'est un phénomène de bystander, mais qui est lié à la mise en jeu d'un autre processus de mort cellulaire, la pyroptose, au contexte d'inflammation chronique autour de ces cellules. Mais la résultante, donc, soit par mort directe, seulement 5%, ou indirecte, 95%, une déperdition massive, encore une fois, de l'ordre de 2 milliards de lymphocytes TCD4 chaque jour. Bon, je vais passer ça, parce que sinon, je vais vous montrer cette image-là. Pour aller dans le sens de ce que je viens de vous dire, non, pardon, je suis obligé malheureusement de passer quand même par cette image. Donc ici, c'est des modèles expérimentaux dans un travail qui a été publié il y a quelques années, 4 ans maintenant, qui montre que dans les cellules non infectées, il y a une induction indirecte par les virus, indirecte, de la caspase 1 et d'une mort cellulaire qui n'est pas montrée ici, liée à cette enzyme. Et dans des cellules infectées, donc qui produisent du virus, à vrai dire, ce n'est pas tellement la caspase 1 excusez-moi, ce n'est pas le virus directement qui va induire caspase 3, mais des phénomènes biologiques différents. J'hésite à avancer parce que je voudrais pouvoir vous montrer. Allez, je vais quand même vous montrer cela. Et on peut montrer par exemple que si on inhibe la caspase 1 avec des inhibiteurs de cette enzyme, c'est ce qui est montré ici dans des modèles expérimentaux, on restaure la viabilité de lymphocytes TCD4. Vous avez ici en ordonnée le pourcentage de lymphocytes viables, donc 100% en situation non infectée, sans médicaments. Si on ajoute des agents antirétroviraux en situation où on infecte les cellules sont protégées par le médicament antirétroviral. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit, parce que jusque-là sont des contrôles. Dans ce contexte, l'inhibition de la caspase 1 par des substances différentes restaure la viabilité de la lymphocyte TCD4, alors qu'ici, l'inhibition de caspase 3 ne le restaure pas. Donc pour la plupart des cellules, dans ce phénomène de mort indirecte, lié secondairement à la présence du virus, mais pas directement à la production des particules virales, c'est l'apoptose via caspase 1 qui est mise en jeu. Je vais passer ça. C'est ce qui est remontré ici par ce petit schéma. Donc infection cellulaire, mort cellulaire inflammatoire liée à caspase 1, qui peut être bloquée éventuellement par des inhibiteurs de caspase 1, un processus de pyroptose, avec un cercle vicieux, puisque la mort de ces cellules par ce processus dit de pyroptose est pro-inflammatoire. Donc libère des substances qui activent à nouveau des réponses inflammatoires, et donc un cercle vicieux avec l'action de toutes ces molécules pro-inflammatoires sur des cellules TCD4, y compris non infectées, et le fait que cela va induire leur mort cellulaire, ce que peut aussi provoquer des particules virales incomplètes n'entraînant pas de réplication. Donc, ce processus-là semble être prédominant dans l'induction de la mort cellulaire, à côté de la mort directe des lymphocytes TCD4, dans lesquels il y a une production effective de particules virales. Je vais passer ça, parce que je voudrais quand même aller... Je vais introduire le concept dans les 5 minutes qui me restent de réservoir viral, parce que je pense que ça aidera, j'espère, Moncef dans son séminaire ensuite. Donc, dans le contexte d'infection, de traitement actuel du virus par les antirétroviraux, on arrive, c'est peut-être dans une des images qui suivent, non, pas vraiment, tant pis, on arrive à réduire la charge virale de façon considérable au niveau du plasma, ou si on le regardait dans les organes lymphoïdes des personnes, à condition donc d'avoir un traitement en gros par 3 mécanismes différents, une trithérapie maintenue en permanence. Mais, c'est les points que je discuterai ensuite, donc le cours prochain, il y a des limites à ce traitement, il y a un petit contingent de cellules qui persistent, dans lequel le génome viral est présent, intégré, silencieux ou très peu actif, et qui fait que, ceci va être écrit quelque part,
Je suis désolé parce que je pensais que je l'avais mis là. Je ne l'ai pas mis là, tant pis. Donc, si on arrête le traitement, la réplication virale reprend. Donc, schématiquement, vous avez ici les cibles des traitements, les molécules qui soit inhibent la reverse transcriptase, inhibent protéase, inhibent l'intégrase, donc 3 fonctions biologiques essentielles au cycle viral. Donc, en combinant les médicaments qui ciblent ces 3 fonctions du cycle viral, on arrive à bloquer la réplication virale et sans acquisition de résistance par une action donc multiple sur 3 fonctions différentes. Donc cette inhibition de la réplication virale, elle permet dans une certaine mesure, de façon variable, de restaurer un pool de lymphocytes TCD4, de réduire le déficit immunitaire, donc de réduire les infections et de prévenir le décès. Mais, c'est ça mon point essentiel que je souhaite que vous ayez présent à l'esprit pour la discussion qui va suivre, et en particulier le séminaire de Moncef Benkiran, c'est que les cellules, le petit contingent de lymphocytes TCD4, dans lequel le génome est intégré, mais n'induit pas la transcription des gènes du virus, et donc la présence des protéines du virus, ces cellules sont insensibles à la réponse immunitaire. Elles sont invisibles du système immunitaire. Et si on arrête le traitement antirétroviral, on sait qu'au bout de 2 à 3 semaines, la réplication virale reprend et la dissémination des virus, et la reprise du processus infection, et le déficit immunitaire, etc. etc. Donc toute la problématique actuelle de tentative de contrôle de l'infection par le VIH, c'est d'arriver à cibler ce réservoir. Peut-on l'identifier, en comprendre la genèse? Et ça, on ne va pas le discuter aujourd'hui, on le discutera dans les cours suivants. Il est absolument essentiel de pouvoir cibler ce réservoir parce que prendre des médicaments toute sa vie, médicalement, psychologiquement parlant, c'est très difficile. Il y a des problèmes d'observance qui sont évidents. Il y a des effets secondaires à moyen et long terme de ces médicaments, sur le plan métabolique, notamment des risques lipidiques, de pathologies cardiovasculaires. Et puis, il y a le coût de ces traitements, si on raisonne à l'échelle mondiale, on l'a vu tout à l'heure, de disponibilité de ces traitements. Donc, si on pouvait y associer des médicaments à action rapide et permettant de limiter la durée du traitement, ce serait une avancée absolument considérable dans le contrôle de l'infection par le VIH. Est-ce que je voudrais encore vous montrer une image? Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est que le pool de cellules infectées de façon latente, on appelle le réservoir, on peut considérer que c'est aujourd'hui la barrière à la guérison de l'infection. Le traitement antirétroviral, je me répète, bloque la réplication virale, n'a pas d'effet sur ce pool latent, et les cellules détectées chez les sujets sous traitement antirétroviral, on peut détecter donc un petit contingent de cellules dans lequel le génome intégré du virus est présent, mais cela n'est pas associé, ou pratiquement pas associé, on verra que c'est un peu plus compliqué que cela, à une réplication du virus, donc à la présence d'ARN et de protéines. Mais, et à nouveau, ça c'est l'élément le plus important, c'est que si on interrompt le traitement, au bout de 2 à 3 semaines, la réplication virale reprend. Donc, c'est ce qui veut dire que ces cellules qui ont intégré le génome et qui sont en situation de latence ont la capacité, à un moment ou à un autre, de façon stochastique et assez rapide, de se remettre en cycle de production. Et toute la discussion qu'on mènera la semaine prochaine, et je pense que Moncef Benkiran va entreprendre dans quelques minutes, tourne autour de comprendre ce que sont ces cellules, comment elles arrivent à maintenir le virus en phase purement latente, et qu'est-ce qui fait qu'une fois de temps en temps, la production virale reprend. Et si on arrive à comprendre complètement ces éléments, on sera sur le bon chemin. Vous verrez que c'est difficile. Les tentatives actuelles n'ont pas réussi, sinon vous le sauriez déjà, à vrai dire. Mais c'est néanmoins absolument essentiel pour qu'un jour il soit possible de complètement contrôler l'infection et la guérir. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc suite sur le réservoir viral et d'autres éléments la semaine prochaine. Mais entre les deux, et ceci est très important, dans quelques minutes, Moncef Benkiran va vous parler de ces questions. Avant de vous présenter Moncef, peut-être tu peux venir déjà pour installer tes diapositives. Si vous avez des questions sur les points que j'ai présentés pendant l'heure et demie passée, je vous en prie.